Bonjour, on va corriger maintenant la deuxième partie du concours CCP-INP de 2020. On demande ici à la question numéro 25 de déterminer la configuration du bord avec comme indication que cet élément se trouve sur la deuxième période et la 13e colonne de la classification périodique. Donc ici, il est très utile de connaître au minimum les trois premières lignes de la classification périodique. Et ainsi, on remarque que Z est égal à 5 pour le bord, ce qui nous donne la configuration suivante. 1S2, 2S2, 2P1. Étant donné qu'on ne demandait pas ici de justifier, il était donc très utile de connaître le nombre de protons du bord. Ensuite, on détermine ensuite les nombres quantiques des orbitales atomiques de valence, qui sont 2S2, 2P1, en utilisant le tableau suivant. Pour 2S, le nombre quantique principal, N, est égal à 2. Le nombre quantique azimutal, ici, L, est égal à 0. Pour l'orbital atomique de valence 2P, le nombre quantique principal, ici, N, est égal à 2. L, ici, est égal à 1. En utilisant le tableau, on le voit directement. L est égal à 1. On détermine ensuite le nombre quantique magnétique, qui est compris entre 1 et moins 1. Donc, les valeurs des nombres quantiques magnétiques sont donc moins 1, 0 et 1. Question suivante, on va représenter un schéma de Lewis de l'anion tétrahydruroborate BH4-. On détermine dans un premier temps le nombre d'électrons de valence de cette molécule. On a ici un total de 8, qu'on divise ensuite par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc au total, cet anion aura 4 doublés. On a ainsi le schéma de Lewis de la molécule représenté ainsi. On a ici une géométrie tétrahydrique. Grâce aux données de l'énoncé, on remarque que l'hydrogène est plus électronégatif que le bore. On associe donc une charge partielle négative à l'hydrogène, une charge partielle positive au bore, d'où la dénomination d'hydrure. L'hydrogène a tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. Question suivante, on demande ici de rappeler le principe d'une électrolyse. Le principe d'une électrolyse est de forcer une réaction d'oxydoréduction qui est non spontanée, contraire à celui qui est favorisé thermodynamiquement, en imposant une différence de potentiel entre deux électrodes. On peut ainsi représenter une électrolyse, ici en l'occurrence sans pont salin, avec des électrodes de platine. Donc on a un générateur qui impose une différence de potentiel. Au niveau des porteurs de charge, les cations, c'est-à-dire les ions positifs, suivent le sens du courant et les anions vont dans le sens inverse. La cathode correspond à l'électrode positive et l'anode à l'électrode négative. Sur le schéma, on représente en bleu des cations qui suivent donc le sens du courant et en violet des anions de charge négative qui vont dans le sens inverse du courant dans la solution. Ici, c'est un schéma d'une électrolyse avec sans pont salin, et on peut éventuellement faire un dessin avec pont salin et on obtient le schéma suivant avec toujours les cations qui suivent le sens du courant et les anions dans le sens inverse. Question suivante. On nous demande ici de choisir entre trois solvants pour effectuer l'électrolyse de l'eau. On a l'acide sulfurique, l'eau désionisée et l'acide chlorhydrique. Quels sont les ions présents dans ces trois solutions? Pour l'acide sulfurique, on a les ions H3+ et SO4-. Pour l'eau désionisée, il n'y a pas d'ion. On peut dire directement qu'ici, ce solvant ne peut être utilisé pour l'électrolyse de l'eau car il n'y a pas d'ion. Pour l'acide chlorhydrique, on a les ions H3+ et Cl-. On va s'intéresser à ce solvant pour voir s'il convient ou pas pour effectuer l'électrolyse de l'eau. Si on utilise l'acide chlorhydrique, on a donc les ions chlorure, Cl-. En utilisant le couple qui peut former avec le dichlore, Cl2, Cl-. Donc à l'anode, Cl- peut être oxydé en dichlore. On va calculer à quel potentiel Cl- peut se transformer en dichlore. On est aussi en milieu aqueux, donc les molécules d'eau peuvent aussi s'oxyder en dioxygène. On va aussi déterminer à quel potentiel H2O va s'oxyder en dioxygène. Ainsi, à quel potentiel les ions chlorure vont s'oxyder en dichlore. En utilisant les deux lignes énoncées, on remarque ici que la saturation anodique
pour le couple Cl2Cl- vaut 0,1. Donc il suffit d'additionner ici le potentiel redox du couple Cl2Cl- 1,36 plus 0,1 et on obtient un potentiel de 1,46 volts. On va effectuer la même chose pour la molécule d'eau en utilisant les données de l'énoncé. Le potentiel redox du couple O2H2O vaut ici 1,23 et la surtension anodique sur platine pour ce couple-là vaut 0,3 et on additionne donc 1,23 avec 0,3, ce qui nous donne 1,53 volts pour que H2O s'oxyde en dioxygène. Quel est donc l'inconvénient si on utilise l'acide chlorhydrique qui contient donc des ions chlorure, Cl-? Donc l'inconvénient, c'est qu'on aura à la fois du dichlore en grande quantité et également du dioxygène, alors que nous, on veut que du dioxygène. Donc on évitera d'utiliser l'acide chlorhydrique pour faire l'électrolyse de l'eau. On voit bien sur la petite représentation que si on veut obtenir du dioxygène, on aura forcément du dichlore. Il nous reste ainsi l'acide sulfurique. Au niveau des ions qui peuvent être oxydés ou réduits, on a les ions H3O+, et les ions SO4-, les ions sulfates. Les ions sulfates SO4- peuvent à la fois être réduits ou oxydés en fonction du couple. On s'intéresse aux réactions s'effectuant à l'anode. On sait que l'eau va s'oxyder à un potentiel de 1,53 volts. Et on va déterminer à quel potentiel on a oxydation des ions sulfates. Donc on effectue le calcul. On a donc une valeur de potentiel de 2,06 volts qui est plus élevée que 1,53 volts. Donc en imposant un potentiel qu'on choisira, on pourra donc éviter l'oxydation des ions sulfates. À la cathode, il y a réduction des ions H+. À quel potentiel? On le calcule. Donc on a un potentiel de moins 0,1 volts. Et à quel potentiel on a réduction des ions sulfates? On effectue également le calcul et on trouve une valeur de moins 1,2 volts. On peut ainsi imposer une différence de potentiel qui permettra aussi d'éviter la réduction des ions sulfates. En conclusion, on pourra dire qu'on peut utiliser l'acide sulfurique comme électrolyte pour effectuer l'électrolyse de l'eau. Question numéro 30, on demande ici de déterminer la valeur de l'énergie massique de combustion de l'hydrogène dans l'air. Dans un premier temps, on écrit la réaction de combustion. Donc le dihydrogène réagit avec le dioxygène pour donner de l'eau. En utilisant les valeurs tabulées, on obtient une valeur d'enthalpie de formation de moins 240 kJ mol-1. Pour déterminer l'énergie massique, il suffit de diviser cette valeur par la masse molaire du dihydrogène. L'énergie massique de combustion du dihydrogène vaut donc moins 240 divisé par 2, soit 120 kJ par gramme. On va ensuite convertir cette valeur en joules par kilogramme et on obtient une valeur de moins 120 mégajoules par kilo. On obtient donc une valeur compatible avec celle donnée par l'énoncé qui indique donc une énergie massique standard de combustion supérieure à 100 mégajoules par kilogramme. Nous, on obtient ici 120 mégajoules par kilogramme. Pour répondre à la question suivante, on va dans un premier temps équilibrer la réaction de combustion de l'octane. On obtient la réaction suivante. Puis on détermine l'enthalpie de cette réaction. On trouve moins 5050 10 puissance 3 joules par mol, qu'on va diviser ici par la masse molaire de l'octane, c'est-à-dire 114. Après calcul, on obtient comme valeur d'enthalpie massique de combustion une valeur en mégajoules par kilogramme de moins 44,29 mégajoules par kilogramme. Ainsi, 1 kg d'essence délivre environ une énergie de 44,29 mégajoules. On va aussi déterminer quelle est la masse correspondante en dihydrogène pour obtenir cette énergie. Après calcul, on trouve une masse d'environ 2,7 kg, compatible avec celle indiquée dans l'énoncé. L'énoncé nous donne la masse volumique de l'octane. En effectuant les calculs, on trouve un volume d'essence correspondant à 3,9 litres. Question suivante. On va utiliser les données de l'énoncé
pour déterminer l'équation de réaction demandée à la question 32. Donc ici, après lecture du document, on obtient la réaction suivante. Alors pourquoi cette réaction n'est pas intéressante au niveau industriel? On remarque que les réactifs et les produits sont solides. Il y aura donc un problème de mise en contact des réactifs et aussi un problème pour extraire les produits. Étant donné que l'activité de toutes les espèces chimiques est égale à 1, car toutes les espèces chimiques sont solides, on ne peut jouer ici sur l'activité pour déplacer l'équilibre de réaction. On va ensuite déterminer la variance de cette réaction. Au niveau du nombre de paramètres intensifs, on a la pression et la température. On a 4 composés solides. Chacun possède une fraction molaire, ce qui fait donc un nombre de paramètres intensifs de 6. Ensuite, le nombre de relations liant ces paramètres intensifs. La somme des fractions molaires pour chaque solide est égale à 1, ce qui fait 4 relations. Et on a également un équilibre, c'est-à-dire correspondant donc à une constante de réaction. Au total, on a 4 plus 1, 5 relations liant les paramètres intensifs. Au final, la variance va être égale à 6 moins 5, c'est-à-dire 1. Le système est donc monovariant. La variance ici est égale à 1, l'équilibre est monovariant, c'est-à-dire que l'expérimentateur ne peut contrôler qu'un seul paramètre intensif pour que le système soit à l'équilibre. Si on change un seul de ces paramètres intensifs en laissant tous les autres paramètres constants, on rompt l'équilibre. Qu'est-ce que ça signifie rompre l'équilibre? C'est-à-dire qu'on n'a plus certaines espèces, on n'a plus la même équilibre, on rompt l'équilibre. Question numéro 34. On remarque ici une diminution de la quantité de gaz. Ainsi, l'entropie standard de réaction est négative. On va maintenant étudier l'influence de la pression sur cette réaction. On détermine dans un premier temps le quotient de réaction et on remarque que ce quotient de réaction diminue lorsque la pression augmente. L'affinité sera donc positive. La réaction sera donc favorisée dans le sens direct pour une augmentation de la pression. On étudie maintenant l'influence de la fraction molaire en B2H6. On utilise toujours le quotient de réaction et remarque que lorsque la fraction molaire en B2H6 augmente, le quotient de réaction diminue, l'affinité sera positive, ainsi la réaction sera favorisée dans le sens direct, dans le sens 1. L'énoncé nous indique que la réaction est exothermique. Ainsi, si on augmente la température, la réaction sera favorisée dans le sens endothermique, c'est-à-dire dans le sens 2. Pour conclure, pour optimiser la réaction, il faut opérer à une pression élevée et utiliser une fraction molaire élevée aussi. Question suivante, on représente la maille conventionnelle cubique en disposant les anions qui sont situés au sommet et au centre de la face de la maille. Et la relation de non-contact nous permet d'avoir une estimation du rayon qui est inférieure à 0,216 nanomètres. Question suivante. Indiquez la position des centres des sites interstitiels octaédriques. Les sites interstitiels octaédriques sont au milieu des arêtes et au centre du cube. Les anions et les cations sont en contact le long de l'arête. On va écrire l'expression de cette relation de contact afin d'obtenir la valeur du rayon de l'anion. Après calcul, on trouve que le rayon de l'anion vaut 0,205 nanomètres. On va ensuite comparer cette valeur avec celle pouvant être calculée à partir des données fournies. Le rayon de l'anion vaut 2 fois le rayon de l'hydrogène plus le rayon du bord. Si on considère que la liaison est covalente, on obtient un rayon de 0,160 nanomètres. Et si on considère que la liaison est ionique, on obtient une valeur de 0,350 nanomètres. On peut donc dire qu'il y a présence de liaison covalente au sein de l'anion, étant donné que le rayon qu'on avait trouvé tout à l'heure est égal à 0,205 nanomètres, qui est proche donc de 0,160 nanomètres. Question numéro 38, on va d'abord placer les différentes espèces chimiques sur le diagramme potentiel pH. On remarque ici qu'il y a un couple acide-base, H3BO3 et BO2-, avec un pKa de 9,2.
H3BO3 est l'espèce chimique acide et BO2- la base. Donc A correspond à H3BO3 et BO2- à B. On voit bien qu'il y a une séparation entre A et B qui montre bien la présence d'un couple acide-base. Et par déduction, C est donc BH4-. On trace ensuite le domaine de stabilité de l'eau et remarque que les domaines de stabilité de BH4- et de l'eau sont disjoints. Ainsi, on peut dire que BH4- n'est pas stable dans l'eau. Question suivante, on va ensuite écrire l'équation de la réaction de décomposition de l'anion dans une solution aqueuse de pH fixé à 14. Et ensuite déterminer sa constante d'équilibre en utilisant les couples qui sont donnés. On a donc l'équation de réaction suivante. On détermine ensuite la constante de réaction de cette réaction. Après calcul, on obtient une constante de réaction qui est égale à 10 puissance 54,7. La réaction est donc totale. On va ensuite déterminer la capacité de stockage massique du dihydrogène qui correspond à la masse de dihydrogène formée sur la masse de l'ensemble du système. On fait réagir dans un premier temps 36 g de NaBH4 avec 100 ml d'une solution de NaOH. On écrit l'équation et en considérant que la réaction est totale, on pourra déterminer la quantité de dihydrogène formé. Ainsi, la quantité de matière en d'hydrogène formé est égale à 4 fois la quantité de matière en NaBH4 initialement présent. On détermine aussi la masse molaire de NaBH4. On trouve une masse molaire de 38 g par mol. Donc la quantité de matière en d'hydrogène formé est égale à 4 fois 36 divisé par 38. Pour obtenir la masse en d'hydrogène, il suffit de multiplier cette valeur par la masse molaire en d'hydrogène. On va ensuite déterminer la masse de l'ensemble du système. Donc ici, on a 36 g de NaBH4 mélangé avec 100 ml de NaOH en considérant que la solution versée a une masse volumique de 1. Donc la masse de l'ensemble du système est donc égale à 36 g en solide de NaBH4 plus la masse des 100 ml de NaOH. Donc 100 ml correspond à 100 g. Donc après calcul, on trouve 136 g. On effectue le calcul pour déterminer la capacité et au final, on trouve une capacité de 5,6%. On va utiliser la question précédente pour répondre à la question et trouver l'équation de réaction. Il suffit ici de rajouter le sodium et on obtient l'équation suivante. On détermine ensuite la capacité. On a toujours ici la même quantité de matière en d'hydrogène, donc la même masse. Que vaut maintenant la masse de l'eau qui permet d'avoir une réaction totale? On a une réaction qu'on peut dire stoichiométrique ici entre NaBH4 et H2O. Ainsi, la quantité de matière en eau, en H2O, est égale à 2 fois la quantité de matière de NaBH4. On pourra ainsi déterminer la masse en eau et l'utiliser pour déterminer la capacité. Donc ici, on écrit l'expression. Et la masse d'eau utilisée ici est égale à 2 fois 36 divisé par 38 fois 18. La masse en NaBH4 est toujours de 36 et la masse d'hydrogène formé est toujours la même. Après calcul, on trouve 10,8%. Question suivante. Lorsqu'il y a formation de borate hydraté, on utilise plus de molécules d'eau. Ainsi, la masse du système augmente. En utilisant la formule de la capacité, on voit que la masse d'hydrogène ne changera pas, mais la masse du système va augmenter. Ainsi, la capacité va diminuer. On peut aussi écrire l'équation de réaction qui aboutit à la formation de borate et on montre bien qu'il y a plus de molécules d'eau qui est utilisée lors de la formation de borate hydraté. Question suivante, on va ici déterminer la force électromotrice de la pile à borohydrure direct. La force électromotrice correspond à la différence entre le potentiel à la cathode moins le potentiel à l'anode. À la cathode, on a le couple O2H2O. On écrit l'équation, la demi-équation redox. On écrit ensuite l'expression de la formule de Nernst du potentiel. Et en considérant ici que l'activité pour le dioxygène qui est égale à 1 ici, on obtient l'expression de potentiel à la cathode qui est égale donc à 1,23 moins 0,06 fois 14. On détermine ensuite le potentiel à l'anode en considérant aussi le couple BO2- BH4-.
Ici, l'activité de BO2- est égale à 1 et en BH4- est égale à 1 aussi. On a l'expression suivante pour le potentiel à l'anode qui est égal donc au potentiel standard de BO2- BH4- moins 0,06 pH. La force électromotrice est égale donc à 1,23 moins 0,41, soit 1,64 volts. On détermine ensuite l'énergie spécifique théorique qui est égale au rapport entre le travail utile sur la masse du combustible. La masse du combustible ici est égale à la masse de NaBH4. Le travail utile, on va écrire son expression, c'est le nombre d'électrons échangés fois la constante de Faraday fois la force électromotrice. Ici, on a 8 électrons qui sont échangés, ce qui aboutit à la relation suivante pour l'énergie spécifique théorique. On fait les différents calculs et après calcul, on obtient une énergie spécifique théorique qui correspond à une valeur de 33,33 10 puissance 3 joules par gramme. Si on convertit en mégajoules par kilogramme, cela correspond à une valeur de 33,3 mégajoules par kilogramme. Question suivante. En utilisant les données de l'énoncé, qui nous indique que la cinétique de décomposition suit une loi de Sodot premier ordre, on écrit l'expression de la vitesse et on remarque que si on trace ln de k en fonction du pH, on pourra déterminer l'ordre partiel par rapport aux ions H3O+. En fonction des domaines, à savoir pH inférieur à 14 et pH supérieur à 14, on détermine cet ordre partiel. L'ordre partiel est égal à 1 pour un pH inférieur à 14 et l'ordre partiel est égal à 0 pour un pH supérieur à 14. Pour résumer, pour un pH inférieur à 14, étant donné que la pente est égale à moins 1, on a l'ordre partiel suivant par rapport à H3+, qui vaut 1 et 0 pour un pH supérieur à 14. Question suivante, on va ici établir l'expression de l'évolution de la concentration en ion BH4- en fonction du temps. Donc en utilisant l'expression de la vitesse, on obtient les différentes expressions suivantes pour l'évolution de la concentration en ion BH4-, soit on utilise le logarithme, soit l'exponentielle, ce qui nous permet ensuite de déterminer le temps de demi-réaction qui est égal ici à ln de 2 sur k. Pour déterminer le temps de demi-réaction à un pH de 7, on va déterminer graphiquement la valeur de k qui graphiquement vaut 10 puissance moins 1. Et pour un pH de 14, on trouve k observé qui est égal à 10 puissance moins 7,6. On utilise ensuite ces valeurs dans l'expression du temps de demi-réaction. Pour un pH de 7, le temps de demi-réaction est donc égal à ln de 2, c'est 10 puissance moins 1, soit une valeur de 6,9 secondes. Et pour un pH de 14, le temps de demi-réaction va être égal à 2,76 10 puissance 16 secondes. On peut donc dire que BH4- est thermodynamiquement instable pour un pH de 7 et stable pour un pH de 14. Question numéro 45. On demande ici d'établir la loi de vitesse d'apparition de H3BO3 en utilisant l'approximation des états quasi-stationnaires à BH5 et BH3. Donc on va appliquer cette approximation des états quasi-stationnaires dans un premier temps à BH3, ce qui nous permet d'avoir l'expression suivante. On effectue la même chose cette fois-ci pour BH5. On obtient l'expression suivante qui nous donne maintenant une deuxième expression. On va maintenant exprimer la vitesse d'apparition de H3BO3. On a la relation suivante, à savoir que cette vitesse est égale à K2 fois BH3, est égale aussi à K2 fois la concentration BH5. En utilisant les deux expressions précédentes, on obtient l'expression suivante pour la vitesse. Et on remarque bien ici que la réaction est de premier ordre en BH4- et en H3O+, comme observé expérimentalement. Question 46. On demande ici de représenter sur un diagramme d'énergie l'allure conventionnelle des orbitales moléculaires du d'hydrogène. On dessine. On obtient ici des orbitales sigma. Sigma ici est considéré comme diante, celle d'en bas, la plus basse, et sigma étoile qui est ici une antidiante. Question numéro 47. On va construire ici le diagramme d'énergie des orbitales moléculaires du fragment H4. Pour construire H4 plan carré, il faut faire interagir H2 suivant X et H2 suivant Y.
On a ainsi les différentes représentations, sigma x et sigma x étoile. Alors des fois j'ai rajouté un petit s, mais ça revient au même. Et suivant y, sigma y et sigma y étoile. On va ensuite étudier les différentes symétries pour voir quelles sont les orbitales qui peuvent interagir. Et on remarque que sigma x et sigma y peuvent interagir. Cependant, sigma x étoile et sigma y étoile ne peuvent interagir avec aucune orbitale. Ce seront donc les orbitales dégénérées. On représente ainsi les orbitales moléculaires du fragment H4. On a bien 3 niveaux, dont un qui est dégénéré, c'est-à-dire au même niveau. Φ3 et Φ2. Φ1 est l'interaction entre sigma x et sigma y. C'est l'orbital liante. Et Φ4 est l'orbital antiliante. À la question 48, on étudie ici les interactions possibles entre les orbitales atomiques du bord et ceux des orbitales moléculaires du fragment H4. On étudie ici les symétries suivant les différents plans afin de savoir quelles sont les interactions possibles. On représente ainsi dans un tableau les différentes symétries selon les différents plans et on remarque que les interactions possibles, c'est-à-dire les orbitales ayant les mêmes symétries, sont entre Φ1 et 2s, Φ2 et 2py et Φ3 et 2px. Petite remarque, Φ4 n'a pas d'interaction avec Φ1 et 2s, pour cela on a utilisé la bisectrice de XOY. On va ensuite représenter le diagramme énergétique de BH4- plan carré. On a donc dans un premier temps l'interaction entre Φ1 et 2s, ensuite entre Φ2 et 2py, et entre Φ3 et 2px. Φ4 n'a pas d'interaction avec les autres. Question suivante. La géométrie plan carré présente deux orbitales moléculaires dégénérées, donc le diagramme 2 correspond à la géométrie plan carré, et le diagramme 1 à la géométrie tétraédrique. On place ici les 8 électrons de valence de BH4- et on remarque que la haute occupée de la géométrie tétraédrique est la plus basse en énergie, donc la plus stable, c'est celle-là qui va être privilégiée. BH4- est prévu tétraédrique dans le modèle des orbitales moléculaires. Ici, il y a accord avec le modèle VSEPR. Question 50. On demande ici de représenter une ou des structures possibles de l'espèce chimique BH5. Ici, plusieurs réponses étaient possibles. Pour répondre à cette question, on va considérer les interactions entre BH4- tétraédrique et H+. On représente donc le diagramme orbitalaire de BH4-, c'est la représentation de gauche. Ensuite, on représente les niveaux d'énergie du bord. On obtient la représentation de droite. Cela nous permet ainsi de représenter les orbitales de BH4-. On les note 1 à 1, 1T2X, 1T2Y, 1T2Z. Les orbitales de BH4- vont jouer le rôle de nucléophile, c'est à savoir 1T2X, 1T2Y et 1T2Z. Et l'orbital 1s de H+, va jouer le rôle de base vacante, c'est-à-dire d'électrophile. On va s'intéresser maintenant aux interactions possibles. Donc 1T2Y et 1T2Z sont identiques à une rotation près. Ils vont former une liaison hydrogène-hydrogène. On va représenter cette molécule. Donc là, on remarque bien qu'il y a une liaison hydrogène-hydrogène qui va se former. Et on représente ainsi la première molécule. La liaison hydrogène correspondant à une interaction entre un T2Y ou un T2Z avec un S de H+. Il est possible d'avoir aussi une interaction entre un T2X et un S. On obtient les deux molécules suivantes. Il existe encore une autre possibilité, une interaction entre un S et un T2X, et on obtient la molécule suivante qui correspond à une structure bipyramidale triangulaire.